Eh bien voilà, bonjour, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait la recherche des chemins de la Renaissance africaine, sinon le retour aux sources africaines, sinon encore, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique, parce qu'on ne le dira jamais assez, il y en a qui parlent de nous sans notre autorisation et contre nous. On parle de nous à des milliers de kilomètres de nous, sans qu'il n'y ait aucun d'entre nous parmi eux, et c'est toujours contre nous. L'Afrique, on a marre, cette fois-ci, la génération actuelle voudrait revoir toutes les choses. Il faut une redistribution des cartes sur l'échiquier mondial. Il faut que nous puissions nous-mêmes parler de l'Afrique. Voilà la nouvelle donne, mesdames et messieurs, c'est penser Afrique, parler Afrique et agir Afrique, nous-mêmes d'abord, avant de nous épuiser pour autrui. Alors aujourd'hui, 1960, 2020, 60 ans de dépendance et non d'indépendance, troisième partie, parce que nous avions ouvert le bal ici sur ce plateau avec Romy Kokilas qui est humaniste et journaliste. Et aujourd'hui, ça n'a pas laissé insensible comme ça là. Roch Nyanga, qui lui aussi est panafricaniste, il est secrétaire général d'Apache, il va nous dire si c'est quoi. On aurait pu avoir sur ce plateau le docteur Ibaka aussi. Ce n'est que partie remise parce qu'il viendra certainement pour la 4e, peut-être la 5e partie de cette émission, somme toute palpitante. Et on vous assure déjà que dans les coulisses, le professeur Théophile Obenga lui-même s'affaire à venir sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle pour 2 heures d'émission. Alors Roch Nyanga sera là, certainement docteur Ibaka et tous les autres panafricanistes. Nous pensons à Junior Maquet, la Pointe-Noire, et nous pensons donc à tous les autres panafricanistes du Congo-Brazzaville. Et pourquoi pas un clin d'œil à Kémy Seba, le plus grand de ces panafricanistes, coordonnateur international de Urgence panafricaniste. Alors, puisque même le professeur Grégoire Lefoba a promis de venir donner son son de cloche, on va les essorer ici pour savoir si nous sommes, nous, Africains, dépendants ou indépendants. Parce que trop, c'est trop. Il faut que nous comprenions les choses. Il faut que nous apprenions à appeler chien par chien et chat par chat. N'est-ce pas, Roch Nyanga? C'est ça. Voilà. Donc l'Afrique est restée trop longtemps muette et silencieuse, alors qu'elle est opprimée, martyrisée, elle est humiliée, méprisée, donc avilie, mais des siècles et des siècles où nous avons tout supporté. Mais alors, quand quelqu'un ose se lever, un chef d'État en plus, et dire que l'Afrique ou encore l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire, alors là, c'est scandale, tollé général, levé de bouclier, à juste titre et pour cause. Nous avons donc protesté énergiquement, et c'est sur ce plateau de Convergence et Révolution culturelle que nous éveillons les consciences endormies, et encore endormies des Africains, de tous nos parents autour de nous. Donc cette problématique, ce combat, c'est pour que nous ouvrions les yeux de tous nos parents, amis et connaissances. N'est-ce pas, Roch Nyanga? C'est ça. Il ne faut pas que nous laissions encore quelqu'un dans les ténèbres de l'ignorance, parce que ça se décide maintenant. Parce que le monde d'après coronavirus, là, le monde d'après Covid-19, si l'Afrique n'y pense pas aujourd'hui, les autres vont nous écraser encore plus. Sinon, on va se retrouver avec une Afrique sans les Africains. Cher invité, bonjour. Bonjour. Alors, Roch Nyanga, pour ceux qui prennent le train en marche, qui vous découvrent aujourd'hui, vous êtes un habitué de Convergence, mais dites-leur en 2 mots qui vous êtes. Je suis Roch Nyanga, panafricaniste, je défends bien mon continent. Je suis secrétaire général de l'Association pour une alternative au service de l'humanité. C'est une association qui a initié à Brazzaville depuis 2004, pardon. Et nous avons mené pas mal de combats dans les différents domaines, la conscientisation et la sensibilisation sur les questions de l'Afrique, sur les questions de l'environnement. C'est pour ça que nous avons pu mener une grande campagne de sensibilité sur le réchauffement climatique et la pollution de l'environnement. À ce point, nous avons fait beaucoup de dépliants, nous avons publié beaucoup de dépliants. Et les résultats sont là. On est arrivé à un moment où le gouvernement a dit on en a marre, il n'y a plus de sachet. Nous avons fait la sensibilisation sur les dangers des importations alimentaires sur le plan sanitaire, sur le plan économique, au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo. Et nous avons publié aussi un dépliant sur Patrice Lumumba. Très bien. L'espoir assassiné. Nous avons publié aussi un document sur Thomas Sankara. Très bien. Et il y a un document en préparation sur Marien Wabi. Très, très bien. Et encore, n'oubliez pas, nous avons publié aussi un document portant sur les 50 ans de la révolution cubaine. La révolution cubaine. Voilà, les acquis de la révolution cubaine. Parce que très souvent, quand nous écoutons parler de Cuba, oui, c'est le diable, c'est le communisme. Les communistes, c'est le diable.
qu'est-ce que la révolution cubaine, qu'est-ce que la révolution cubaine a produit sur le plan national, donc à Cuba, et sur le plan international. Très bien. Tous ces documents sont disponibles sur le site cirdterm.org. Sur le site cirdterm.org. Très bien. SG, puisqu'on vous a ici, vous êtes panafricaniste. À vous en croire déjà d'entrée de jeu, il y a une histoire, ou encore une merveilleuse histoire entre le Cuba et l'Afrique. Bien sûr, bien sûr. Cuba, c'est un pays, l'Amérique, constitue une bonne partie des Noirs, et nous avons ces liens. Demandez à n'importe Cubain, ils disent, si tu n'as pas de sang Congo, tu devais être un autre peuple là. Donc, Cuba et l'Afrique sont liés par une histoire. Très bien. Cette histoire, il faudrait que nous la décryptions parce que nous étions au Salon du Livre de Paris quand on nous disait que la rumba congolaise, la salsa cubaine ou quoi, ce genre de choses sont étroitement liées et que nos parents esclaves là-bas ont dû créer ces rythmes là-bas. Le tango est, comme qui dirait, d'origine de chez nous. Non, ils n'ont pas créé. Ils ont apporté de l'Afrique vers Cuba. Ah, très bien. Donc, vous avez les mots pour dire les choses. Roch Nyanga, on vous fera revenir, pourquoi pas avec Romain Gardon de SOS Salsa, pour que nous puissions ici creuser, voir quel est ce pan culturel qui relie l'Afrique à Cuba. Donc, qui enjambe comme ça là, la Méditerranée pour que nos histoires n'en fassent au finish qu'une seule. Alors, cela dit, Roch Nyanga, vous êtes ici pour la suite. 1960-2020, d'aucuns disent que ce sont les indépendances africaines. On a fêté avec tambour et trompette, mais d'autres, comme les panafricanistes, protestent énergiquement et avancent que c'est de l'esclavage pur et simple. On n'a jamais été indépendant. L'Afrique n'est jamais indépendante. Alors vous, qu'en dites-vous? Voilà, l'Afrique jusque-là n'est pas réellement indépendante. Ah, pas réellement indépendante. Pas réellement indépendante. Une indépendance d'apparence. Sur le nom, on a un drapeau, on a des hymnes, chaque pays a son drapeau, a son hymne. Voilà, on est là, apparemment pays indépendant. Dans le fond, non. Pays indépendant et souverain, mais ce n'est que de l'apparence. C'est de l'apparence. Au fond, non. Sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, on est vraiment liés. D'accord. On dépend encore des anciennes métropoles. Très bien. Alors, après avoir suivi l'entrée d'Alexis Bongo sur ce plateau avec Romy Kokilas, bon, vous aussi, vous arrivez, pour un son de cloche, vous vous apaisantissez, vous nous l'aviez dit dans les coulisses, sur la problématique de la dette africaine. Exactement. Pourquoi mettre l'accent sur la dette africaine? Voilà, pourquoi mettre l'accent sur la dette africaine? Que l'Afrique traîne depuis des siècles. Oui, très souvent les Africains, quand ils citent les mots dont souffle l'Afrique, on oublie la dette. On parle du franc CFA, on parle de la manière dont nos chefs d'État sont mis au pouvoir, mais on oublie l'Afrique et la dette. La dette. Alors, la dette, c'est un outil qui a été bien façonné dans les laboratoires occidentaux pour tenir l'Afrique, en fait, pour fixer l'Afrique là où elle est. C'est-à-dire pour vider le sens de l'indépendance des pays africains. Parce que celui qui doit est l'esclave de celui qui est... Bien sûr. Voilà. Donc, c'est sur ce point, pendant la colonisation, lorsqu'on parlait déjà des indépendances, les Occidentaux avaient pensé, est-ce qu'il faut-il leur donner l'indépendance complète? Non. Alors, comment faire de les retenir dans la dépendance? On leur donne des indépendances de façade, mais on les retient en réalité, quelque part. Dans la dépendance, ils ont mis au point le système de la dette. Parce qu'on ne comprend pas, en 1960, 30 juin 1960, je parle de la RDC, le 30 juin 1960, lorsqu'on a proclamé que la RDC, le Congo, Kinshasa est indépendante, et du coup, on comprend que la RDC a une dette vis-à-vis de Belgique de près de 40 milliards à l'époque en 1960. On se demande à quel moment les Lumumba, les Kassavou et autres sont allés emprunter cet argent. C'est 40 milliards. 40 milliards à l'époque. Voyez-vous? Donc, ils ont fait ce système-là pour que nos économies, quand nous allons rester entre nous, on va travailler pour rembourser une dette que nous ne sommes pas responsables. Une dette à la limite imaginaire. Une dette coloniale. Une dette coloniale. Voilà. Il n'y a pas que la RDC. Dernièrement, je suis tombé sur un livre publié par Catherine Kocheri et Samir Amir, que vous connaissez d'ailleurs. C'est un grand économiste africain d'origine éthiopienne. Ils ont publié ce livre qui s'intitule L'économie congolaise de 1880 jusqu'à 1968. Et là-dedans, on parle bien
que le Congo-Brazzaville a payé la dette coloniale. Le Congo-Brazzaville voilà. a pour sa part payé cette dette coloniale. On ne sait pas s'il continue à payer parce que... Peut-être bien que ça continue. Oui, on sait parce que... Parce que le pacte colonial est encore de vigueur. Il est encore là. Et puis encore, il est encore d'actualité. Oui, lorsqu'on parle de la dette de pays africains, et on parle de l'audit, donc pour savoir si on a bien étudié, on fait l'audit, oui. Mais l'audit porte sur quelle dette? Parce que la dette a deux grandes parties. Il y a la dette intérieure, c'est que les pays africains doivent aux opérateurs africains, et la dette extérieure publique. Là aussi, il y a deux facettes. Il y a le côté, la dette extérieure privée, donc c'est qu'un pays africain a eu comme une dette à l'endroit des entrepreneurs européens, occidentaux pour la plupart des cas, et la dette publique bilatérale, donc c'est que le pays africain doit à un autre pays européen, d'Europe ou et d'ailleurs. encore une autre manche, c'est que le pays africain doit aux institutions financières internationales. Bretton Woods et autres. Voilà, Banque mondiale et FMI. Alors pourquoi lorsqu'on parle de l'audit, et cet audit ne concerne que la dette intérieure? Parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Et parce qu'il y a un problème. Parce que si on fait l'audit, on va trouver au niveau de la dette extérieure, on va trouver beaucoup d'irrégularités, parmi lesquelles la dette coloniale. Très bien. Voilà. Vous nous mettez l'eau à la bouche. On sait très bien que, mesdames et messieurs, nous sommes restés longtemps à penser que c'était normal ce que nous vivions. Or, c'était l'enfer à l'état pur. Et nous avons vu la fuite de tous nos cerveaux, la fuite de toute notre jeunesse, pour aller servir les autres, parce que nous ne pouvons pas vivre ici en paix. Mais ces choses-là sont gérées par un mécanisme compliqué, dont surtout la dette, qui occasionne la misère et les malheurs, qui font souffrir énormément et handicapent notre continent. Il faut noter que c'est à cause de cette dette qu'on a mis au point le plan d'ajustement structurel. Qui ont tout cassé. Tout le système économique d'Afrique, économique et social, a été cassé par les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Plan d'ajustement structurel. Oui. Nous avions entendu ça, nous étions encore un peu tout jeunes là, au collège certainement, mais nous ne comprenions pas trop bien. Mais nous avions suivi à la radio et vu à la télé des journalistes, des hommes politiques encenser le FMI et les autres d'avoir proposé le plan d'ajustement structurel, et on se disait que tous nos problèmes sont finis. Non, vous savez, il y a une défaut chez l'homme africain d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on voit l'homme africain, il est comme une victime qui défend son bourreau. Voyez-vous, on a vu dans une victime qui défend son bourreau. Oui, une victime qui défend son bourreau. On avait sur les plateaux de télé, les plateaux de radio, on écoutait. Les Africains défendent le FMI, voilà, c'est le plan d'ajustement structurel. Voilà, c'est la solution de tous nos problèmes. Tous nos problèmes sont finis déjà. Il y a eu même des termes selon lesquels bon élève, mauvais élève, le Ghana, bon élève, meilleur élève. Et enfin, quel était le résultat? Le résultat, c'est un fiasco. Non, les plans d'ajustement structurel ont été une réussite pour la Banque mondiale. Parce que le but, pour la Banque mondiale. Et non pour les pays africains à l'agonie. Au contraire, ça nous a encore enfoncés dans la misère. On vous écoute. Les plans d'ajustement structurel n'étaient pas faits pour le développement de l'Afrique, mais pour le bien-être de la Banque mondiale et le FMI, et aussi les entreprises et les pays étrangers, pour nous sucer de plus. Parce que les plans d'ajustement structurel, c'est quoi? C'est-à-dire il faut diminuer les budgets qui étaient affectés à l'enseignement, à la santé, à la culture. À la culture, surtout la culture. À la culture, voilà. Là, vraiment, complètement, on n'a plus rien laissé là-dedans. Parce qu'aucun pays au monde, aucun pays n'a pu se développer grâce au plan d'ajustement structurel. Aucun pays. Aucun pays au monde, si on dit. Même si on disait que le Ghana était bon élève, meilleur élève de FMI, mais c'était quoi? C'était la catastrophe. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Oh, c'est de la poudre aux yeux. Quand j'étais gamin, 8 ans, 10 ans, mes parents m'amenaient à l'hôpital quand je suis malade. Quand j'arrive, il n'y avait pas de... Comment on appelle ça aujourd'hui? Comment il faut payer pour... Oui. Payer chaque fois, sortir de l'argent. Payer avant qu'on te demande tu as quoi, il faut aller payer. C'est maintenant du payer avant d'être soigné. Voilà, payer avant d'être soigné. Donc, on a personnalisé c'est ça, c'est clair. La santé. Il y avait pas ça. L'argent vaut plus que l'humain aujourd'hui. Voilà. Nous, au niveau du CRDTM, on dit la vie
ou le capital? Est-ce que c'est la vie ou le capital? La bourse ou la vie? Très bien. C'est comme ça qu'Éric Toussaint parle. Roch Nyanga, vous prenez le risque énorme en mettant l'accent sur la dette. Quelqu'un avait osé braver la France impérialiste et l'Occident impérialiste, la France impérialiste en particulier et l'Occident impérialiste en général, c'était le président Thomas Sankara, décriant cette dette et jugeant que nous n'avions même pas les moyens de la payer parce que cette dette nous appauvrissait déjà et parce que surtout, comme le stipule la pensée du jour, en réalité, l'Afrique ne doit absolument rien à l'Occident impérialiste. Non, non, l'Afrique ne doit absolument rien. Rien du tout. Rien du tout, c'est l'Occident qui doit l'Afrique. Normalement, si on fait l'audit dont vous parlez là, on va se rendre compte que c'est eux qui nous doivent énormément. Oui. Le problème, ce n'est pas les moyens, non. On doit payer ce qui est légal. Or, cette dette, c'est une dette illégitime. On ne peut pas quand même payer une dette illégitime. Les bases sur lesquelles repose la dette africaine, la soi-disant dette africaine, sont pipées, sont fausses. Maintenant, l'intelligentsia, la crème de l'intelligentsia africaine, les économistes que nous avons, qui sont sortis de toutes les universités du monde, à l'instar du professeur Agou, doivent se pencher sur la problématique. Et d'ailleurs, ils savent très bien que nous ne devons rien à l'Occident. On ne doit rien. Est-ce que l'Afrique doit du fric? C'est la question qui a été posée par... est-ce que l'Afrique doit du fric? Voilà, c'est la question qui a été posée par Tikendia Fakoly. Et la réponse, non. Non, absolument rien. Bon, mais on va revenir sur la dette de temps en temps. Mais puisque ici, nous sommes sur le plateau de convergence et révolution culturelle, Ernie Kengouya, on va entendre le président Thomas Sankara. Parlons aussi d'une situation qui confirme que nous sommes encore esclaves. Ernie Kengouya, pour que notre invité sur ce plateau puisse commenter après. Il y a là comme une injustice que l'histoire a cautionnée, que l'histoire a marquée à Berlin il y a 100 ans. Loin de l'Afrique. Mais contre l'Afrique. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte, mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes qui vivent dans des contrées lointaines, avec leur civilisation, avec aussi le schéma de leur évolution. Berlin a consacré la barbarie de la colonisation et aussi le mépris, le dédain souverain que des hommes peuvent avoir contre d'autres hommes. Après 3 mois de négociations, la conférence de Berlin se termine le 26 février 1885 par un accord signé en présence de 14 nations européennes et des États-Unis. Il réglemente la navigation et le commerce depuis les côtes jusqu'à l'intérieur des terres africaines et codifie l'occupation ou l'annexion de nouveaux territoires. À Berlin, ce sont les règles du dépeçage de l'Afrique qui sont ainsi posées, mais aussi toute la configuration géopolitique du continent africain avec ses frontières actuelles, sans qu'aucun des peuples ou des rois africains n'ait été informé ni consulté. Durant la colonisation, des Africains se sont dressés contre les colonisateurs. Ils ont été bien souvent battus. Et nous savons que même des Africains ont trahi d'autres Africains. Et cela a été bien généralement ce sur quoi le colonisateur s'est appuyé. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Pour coloniser le Burkina Faso, il a fallu amener des Africains d'autres régions qui, eux, étaient déjà considérés comme ayant franchi le pas, le saut qualitatif pour entrer dans la colonisation. Ils disaient Yabon Banania déjà, eux. Ils étaient plus avancés, plus évolués. Ils pouvaient les utiliser pour coloniser d'autres et ainsi de suite. Le rouleau compresseur était initié. Voilà, retour sur ce plateau avec 7 éléments. Roch Nyanga, on vient de suivre le président Thomas Sankara, que nous ne regretterons jamais assez, s'exprimer sur la colonisation, sur la conférence de Berlin et sur la colonisation. Alors, quel commentaire faites-vous en 2 mots de cet extrait? En fait, en parlant de la conférence de Berlin, vous savez, c'était quand même inhumain. C'était quand même inhumain qu'un peuple s'arrange, se prend le droit d'avoir le droit sur les autres. Ils sont assis quelque part,
aucun Africain n'était là. Ils ont divisé le pays, le continent, à leur manière, sans tenir compte qu'il y avait des États qui existaient. Dernièrement, j'avais suivi le chef spirituel de Mboudia Congo, Mwanda Semi, disait que... L'honorable. Voilà. Il disait que quand les Blancs sont arrivés pour diviser le Congo, ils ont fait passer même les frontières dans les cimetières. Oui. Donc quand la frontière passe est arrivée dans un cimetière à Manyanga, et ça passe sur une tombe dont les têtes sont d'un pays. La tête d'un chef du village, oui, sa tête se retrouve dans un pays, le Congo-Brazzaville, oui, et les pieds du côté de la RDC. Et voilà, ils sont fiers. Malheureusement, après les fameuses indépendances, nous avons cautionné que nous gardons les mêmes territoires de 1885. Voilà, vraiment c'est regrettable. Très bien. Donc cela dit, parlons de dette, c'est plutôt l'Occident impérialiste qui nous doit notre aire géographique que nous avions autrefois, qui sont venus morceler à leur guise. Ben oui, loin de nous et contre nous, faisons fi des cultures. Aucun Africain n'était là. Le problème c'est quoi? Dans leur tête, nous n'étions pas un peuple normal, nous étions le peuple qu'il fallait civiliser. Voilà. Donc des sauvages. Voilà. Comme toute notre œuvre devant eux n'avait aucun sens. Donc il fallait refaire le monde selon l'Occident. C'est ça le problème. Malheureusement. Et des siècles plus tard, ils ne s'amendent même pas, ils ne reculent pas, non, mais ils veulent que nous restions prisonniers de ces enclos, coloniaux. Et ensuite, ils continuent à nous morceler. Ah, ils continuent d'ailleurs à nous morceler. Le dernier territoire à être morcelé, je crois, c'est le Soudan. On avait un seul Soudan, Soudan se retrouve avec deux Soudans. Deux Soudans, oui. On avait l'Éthiopie, au Soudan, on a l'Érythrée. On a l'Érythrée aussi. Voilà. Attention, le Mali pourra avoir la même situation. Bien sûr. Attention, la RDC. La RDC, il rêve vraiment de l'émietter. Il rêve de l'émietter. Voilà. Donc l'Occident n'a pas encore baissé sa garde. Il continue à être prêt pour sauter sur sa proie. Oui, mais très bien. Mais comme le dit le président Thomas Sankara, il y en a aussi qui sont noirs comme nous, donc les nôtres, qui soutiennent l'Occident impérialiste pour maintenir la pression de... Bon, vous savez, à partir de 1960, parce qu'on parle de ces années, nous avons eu, la plupart des cas, c'était des préfets de la France. Ah. Des commis de la France, ceux qui étaient là au service de la France. Rares étaient les chefs d'État africains dignes de ce nom. Lorsque nous accédons à l'indépendance, oui, en 1960, oui, ils étaient à côté au bout de doigts. Des produits fabriqués de la France. Oui, à l'exception de Patrice Lumumba, c'est un père d'indépendance, à l'exception de Amadou Sékou Touré, qu'on a diabolisé, c'est lui l'homme à l'exception de Kwame Nkrumah. De Kwame Nkrumah aussi. Barthélemy Boganda. Oui. Barthélemy Boganda, oui. Sinon, la plupart, c'était des commis. Des commis de la France. Ils ne pouvaient pas agir sans que la France dise oui. Justement. Voilà. C'est autant dire qu'aujourd'hui, nous devons normalement nous battre pour briser les frontières. Exactement. Pour réunifier le continent. On peut garder les frontières, mais on brise les frontières idéologiques, culturelles. Les chaînes qui sont dans nos têtes, on les brise et puis nous ferons une Afrique unie. On rend effective la zone de libre-échange, la ZLEC dont on parle. Oui, c'est comme que sur du papier. Oui. En réalité, dans les faits, c'est toujours un chemin de la croix que d'aller en RDC, au Gabon ou au Cameroun. Ben oui, je ne sais pas pourquoi lorsqu'on va en RDC, un pays qui est à côté, un quartier, qui ça. Un bon nageur peut même traverser le pays. Et puis, on dépense près de 50 000 pour rien. Rien que l'aller. Je me demande pourquoi. Et on est en plus rincé aux frontières là-bas. De même que quelqu'un de RDC qui traverse déjà arrive ici, on le rince de dans certaines zones de l'Afrique, j'y ai été, juste mon passeport, Congo-Brazzaville, oui, je passe. Et lui-même, celui qui est autochtone de cette région, il suffit de monter sa carte d'identité, puis il passe. Très bien. Donc voilà ce qu'il nous faut. Les autres s'étant réunis, ils ont morcelé. Nous devons réunifier le continent. C'est notre devoir. Voilà, c'est notre devoir. Le président Kwame Nkrumah l'avait dit, l'Afrique doit s'unir ou périr. Cela dit, Roch Nyanga, il y a autre chose que nous allons maintenant suivre. Aimé Césaire, vous connaissez? Oui, je connais Aimé Césaire, ce poète panafricaniste. Cahier d'un retour au pays natal. Cahier d'un retour au pays. Discours sur le colonialisme. Une saison au Congo. Une saison au Congo, le roi Christophe aussi, je crois. Voilà, la tragédie du roi Christophe. Oui. Aimé Césaire va donc nous dire quelque chose et vous allez commenter juste après. À mon tour de poser une équation, colonisation égale chosification.
J'entends la tempête, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. On me lance à la tête des faits, des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Je parle de millions d'hommes à qui l'on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. On m'en donne plein la vue de tonnages de coton ou de cacao exportés, d'hectares d'oliviers ou de vignes plantées. Moi, je parle d'économie naturelle, d'économie harmonieuse et viable, d'économie à la mesure de l'homme indigène, désorganisée, de culture vivrière détruite, de sous-alimentation installée, de développement agricole orienté selon le seul bénéfice des métropoles, de rafles de produits, de rafles de matières premières. On me targue d'abus supprimés. Moi aussi, je parle d'abus, mais pour dire qu'aux anciens, très réels, on en a superposé d'autres, très détestables. On me parle de tyrans locaux mis à la raison, mais je constate qu'en général, ils font très bon ménage avec les nouveaux, et que de ceux-ci aux anciens et vice-versa, il s'est établi, au détriment des peuples, un circuit de bons services et de complicité. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier, chaque milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'étaient des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'étaient des sociétés démocratiques toujours, c'étaient des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Et voilà, retour sur ce plateau. Merci Ernie Kengouya. Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire en 1950. On voit bien que ça fait longtemps que l'Afrique vibre comme ça là. Oui, l'Afrique a eu toujours ses fils qui ont parlé, qu'ici comme ailleurs, de leur continent, de leur réalité. Ici, c'est la voix de ce magicien du verre, comme disait Cheikh Anta Diop. Vous voyez, ça, il est très pointu. Très, très. Il défend bien son continent, mais il n'est pas en Afrique. Non, non, non. Voilà. Donc, il n'a jamais été coupé de ses origines. Voilà. Un Africain d'ailleurs. Un Africain d'ailleurs. Aimé Césaire a été clair et net. J'habite une blessure, une plaie ouverte. Voilà ce qu'est l'Afrique. Et il dit colonisation égale chosification. Oui, colonisation égale chosification. Il a raison parce que pour le blanc qui est venu coloniser, le noir n'était pas un homme. Ah non, nous n'étions que... D'ailleurs, l'article 44 du Code noir de l'esclavage et la traite négrière. Il faut savoir que la colonisation, c'est la deuxième forme de la traite négrière et l'esclavage. Évidemment. Donc si hier, on prenait les Africains, on les déportait pour les Amériques, cette fois-ci, on peut les utiliser de la même façon qu'en Amérique, mais sur leur propre terre. Sur leur propre terre, donc d'une toute autre façon. D'une toute façon. Et l'esclavage continue. Oui. Et nous sommes encore donc, dedans, en plein 21e siècle. L'article 43 et 44 de ce code noir disait que le nègre était bien meuble. Donc, chosifié. Complètement. Complètement. Voilà, c'est ça. Quand ils sont venus, les Blancs sont venus ici en Afrique, ils ont fait la même chose. Souvenez-vous de la construction du chemin de fer. Qu'est-ce qu'on faisait? Ah, on va dans tous les coins du Congo, d'Afrique centrale, on arrête les gens arbitrairement, on les vient, on les fait travailler gratuitement. Si vous avez une vie sauve, gloire à Dieu, vous repartez au village. Dans des conditions inhumaines. Inhumaines. Il n'y a pas de salaire. Hein. Ça, de l'esclavage pur et simple. Et ça, c'est la chosification. Ainsi donc, Aimé Césaire dénonce le discours mensonger de l'Occident impérialiste, son discours habituel, la traite négrière, et surtout s'insurge contre le complexe d'infériorité qui nous a inculqué et que nous avons accepté. Ah oui, que nous continuons à accepter. Tout à l'heure, je parlais jusqu'aujourd'hui de l'homme africain victime qui défend son bourreau. Son bourreau. Aujourd'hui, nous avons les soi-disant intellectuels, les universitaires, les diplômés. Quand ils sortent des écoles européennes, ils viennent ici sur les plateaux de télé, ils défendent la cause de leur maître.
C'est tout à fait, quand même, regrettable. Après 60 ans d'indépendance, on voit que les gens ont le même logiciel. Même logiciel monté de l'européen, mais c'est un Africain. C'est quand même regrettable. Très bien. 1960, 2020. En réalité, 60 ans de dépendance et non d'indépendance. Personne ne doit nous faire croire qu'on est indépendant. Non, on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant aujourd'hui sur tous les plans. Et donc, il est temps que nous fassions comprendre à la France que c'était des indépendances de l'élément que nous avons suivi de Césaire, ça date de 1950, voilà. Mais encore valable aujourd'hui. Valable. Je prends le cas de l'orientation économique. 1960... Donc, ça fait 70 ans depuis l'élément qu'on vient de Oui, 1960, il y a des accords entre les pays nouvellement soi-disant indépendants et la France. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pays producteur du pétrole, du cacao, pardon. Mais il n'y a pas d'industrie de chocolat. Voyez-vous, le Congo-Brazzaville, pays producteur du bois, après du pétrole. Mais la raffinerie est au nord. Il fallait attendre le combat de Mouabi pour avoir la raffinerie de Pointe-Noire. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire que nous sommes les producteurs de la matière première et ils exportent ça chez eux pour avoir comment on appelle ça, la valeur ajoutée. Créer des emplois, faire fonctionner les usines, etc. Notre pauvreté fait leur richesse. Exactement, c'est ça. Les malheurs des uns font le bonheur des autres, mesdames et messieurs. La problématique, le grand problème, c'est que ce sont les malheurs de l'Afrique qui font le bonheur de l'Occident impérialiste. Et ça, nous en avons marre. L'avocat défenseur de l'Afrique persiste et signe. 1960, 2020, 60 ans de dépendance et non d'indépendance. Et Roch Nyanga, sur ce plateau, vient enfoncer le clou, comme pour dire, nous avons raison. Il ne faut pas que nous puissions comme ça là, inculquer à nos enfants et à nos petits-enfants que l'Afrique est indépendante. Non du tout. Non, non, l'Afrique n'est pas indépendante. Regarde sur le plan monétaire. Un pays souverain doit avoir l'hymne, le drapeau, la monnaie, ainsi de suite. Voilà. Alors, je prends le cas du Congo. L'hymne s'appelle la congolaise. Nous avons un drapeau vert, jaune, rouge. Et la constitution du Congo ne mentionne pas la monnaie du Congo. Dans notre constitution, il n'y a rien. J'ai parcouru toutes les constitutions du Congo. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un article où la monnaie c'est... Mais très bien, parce que les Congolais ne sont pas dupes. Nous savons que c'est une monnaie de singe. Ah oui, même si ça ne se dit pas. Apprenons maintenant à appeler chien par chien et chat par chat. Le franc CFA, c'est une monnaie de singe. Nous, les panafricanistes, nous savons que c'est une monnaie nazie, hein, que De Gaulle a fait du copier-coller par rapport à ce que l'Allemagne nazie avait comme ça imposé à la France. Et à son tour, la France, libérée par les Africains, embastille les Africains et leur impose cette monnaie nazie, une monnaie de singe. Et ça doit s'arrêter. Qui est imprimée en Europe d'ailleurs. Hein? Qui est imprimé en Europe. Qui est imprimé en Europe en plus. Mais la problématique du franc CFA, on creusera ici, parce qu'il y a encore d'Africains sceptiques qui croient que nous avons bu un verre de trop lorsque nous dénonçons ça, alors que le professeur Agboou s'est étendu longtemps là-dessus, a ouvert les yeux des gens, et ils sont nombreux les panafricanistes qui écument les chaînes de télé, de radio, comme pour expliquer la problématique. Alors cela dit, Roch Nyanga, le temps contre nous, il y a encore deux éléments de très grande importance. Un kaléidoscope de ce que les autres pensent de nous, de notre paysage politique, plus particulièrement du Congo. Nous allons le découvrir ici. Les images ne sont pas de DRTV, bien sûr, mais nous les avons eues sur les médias, sur WhatsApp et Facebook. Et bien évidemment, nous les utilisons là pour des besoins de vérité, pour restaurer la conscience historique du Congo, sinon de l'Afrique, pour un besoin d'indépendance intellectuelle, d'un besoin d'indépendance culturelle, sinon d'indépendance spirituelle aussi. Il faut que nous apprenions, nous, Congolais et nous, Africains, à nous affranchir de la tutelle, de la triple tutelle, donc socio-culturelle et politique, de l'Occident impérialiste. Ernie Kengouya, que dit le président Massamba Deba lorsqu'on pense que les Africains n'ont pas un estomac assez solide pour supporter des aliments durs comme les Européens? Qu'est-ce qu'il dit de tout ça et que disent les autres que nous allons découvrir? Un kaléidoscope qui va certainement nous replonger dans le Congo d'hier pour que nous puissions réfléchir là-dessus pour nous projeter dans le Congo de demain que toute l'Afrique attend. Parce que Frantz Fanon était clair, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et le Congo, c'est quoi? Ernie Kengouya. L'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques.
ce n'est pas vous. Colonialisme a commis, capitalisme a commis, impérialisme a commis, Afrique, Asie, Amérique latine. Nous luttions pour l'affirmation de la personnalité africaine. J'insiste là parce que c'était la chose la plus difficile à obtenir plus vis-à-vis des Blancs. Il faut accélérer la lutte pour l'indépendance. C'est possible. Moi, j'ai vu même les Blancs qui se battent pour notre indépendance. Colonialisme a commis. Un gouvernement qui tire sur les peuples doit être renversé par le peuple. On a l'impression qu'on veut diviser les Africains pour régner. Ou alors il y a certainement d'autres intérêts plus importants que les nôtres qui font qu'on ne puisse pas se comprendre. Je combats le communisme et je le combattrai tant que je vivrai jusqu'au bout. Entrent dans le PCT les cadres qui acceptent d'abandonner leur classe, qui acceptent de mourir en tant que petits bourgeois et bourgeois pour se mettre au service des masses les plus déshéritées. Impérialisme, colonialisme, néocolonialisme. Ce sont des aventuriers de gauche. Opportunisme. Ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Chacun va faire sortir sa véritable veste. Moi, c'était pas celle-là. Elle était grise chez moi. Non, chez moi, c'était rouge, ainsi de suite. Et voilà. Mais puisqu'on a commencé à tricher, ce sont les tricheries qui font qu'il y a des guerres. Ils sont des Congolais, donc ils sont au Congo, ils ont le droit de continuer à vivre au Congo et d'y travailler. Nous ne pouvons pas les chasser du territoire national, mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas au poste stratégique. Cette histoire de révolution-là, ceux qui l'ont accompli ne sont pas sûrs de ce qui va se passer. Eh bien voilà, nous venons de très loin, mesdames et messieurs. Le Congo vient de loin, l'Afrique tout autant vient de loin. Roch Nyanga, ce kaléidoscope, ce plongeant dans le passé, quel commentaire en faites-vous? En fait, je suis plein d'émotions. En voyant Ngouabi, les autres nous ont divisés. Qu'est-ce qu'ils veulent, Marien Ngouabi? Je vois sur Massamba Débat. Ça me rappelle cette époque, peut-être j'étais encore très gamin, je ne savais pas, mais aujourd'hui avec la lecture, je commence à comprendre qu'est-ce qui motivait Ngouabi à nager peut-être à compte courant. C'était pour le souci d'arracher l'indépendance. On était indépendant, on était soi-disant indépendant. Certes indépendant, mais quand il est arrivé au pouvoir avec le massacre, surtout a commencé avec la révolution Massamba Débat, et lui il est venu parachever. C'est pour cette même cause que nous défendons aujourd'hui. Si nous, on veut s'unir pour faire une cause commune, toujours il y a quelque part les gens qui viennent nous diviser. Toujours. Donc diviser pour régner. Mieux régner. Et cela s'inscrit dans le cadre de l'agenda occidental, qui est la charte de l'impérialisme. De l'impérialisme. Qui est une charte qui date depuis le 17e, 18e siècle, surtout 19e siècle. On continue toujours à nous diviser. Toujours. Voilà. Donc c'est un élément qui me rappelle pas mal de choses et qui me laisse aussi, en fait, qui me permet aussi de comprendre pas mal de choses aussi. Très bien. Si nous sommes les héritiers d'Alphonse Massamba Débat, en commençant par Youlou, Alphonse Massamba Débat, Marien Ngouabi, et aujourd'hui Jacques Cherchon et Yombi Opango, si nous sommes les héritiers de Ange Diawara, de Pascal Lissouba et de tous les autres, sans oublier Ndala Draye, si nous sommes les héritiers de Letemba Mbili, mais pourquoi on accepterait comme ça là de dire le mensonge, de faire croire à nos enfants et petits-enfants qu'en 1960, nous avions acquis l'indépendance? Rien du tout. Rien du tout. Le président Massamba Débat le déclare.
Si vous pensez que nos estomacs ne sont pas assez solides, laissez-nous d'abord manger. On verra après, même si on a la colique, ça fait quoi? Et Marien Ngouabi de dire qu'il y a des choses qui se passent de l'extérieur contre nous ici. C'est pourquoi nous disions ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle qu'il n'y avait pas de raison que Youlou et Opango soient à couteau tiré l'un contre l'autre, en face l'un de l'autre. Non, ils avaient compris après. Ils avaient compris après. Ils avaient compris après parce qu'il y avait déjà... Toute la procédure était lancée pour créer un parti unique. Ah. Voyez-vous, avant l'application de tous ces décrets, de ces décrets, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et le parti unique a été maintenant appliqué par la Révolution. Ah. Tout ça dans le but de vraiment faire du Congo un pays indépendant. Très bien. Donc ça veut dire que nous sommes capables, nous-mêmes, de nous asseoir autour d'une même table, de reconsidérer nos positions, de trouver le juste milieu, de nous réunifier pour que l'Afrique puisse avoir à disposition sa gâchette. Cette gâchette qui déclenchera la renaissance africaine, parce que trop c'est trop, ça fait des siècles que nous souffrons. Alors cela dit, Roch Nyanga, un dernier élément, et nous interpellons là tous les artistes musiciens du Congo, de la RDC, du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, de Centrafrique et de partout en Afrique, même ceux de la diaspora dans les Caraïbes. Nous les interpellons parce que l'Afrique a besoin que ces artistes montent au créneau et prennent le taureau du combat panafricain à bras le corps, n'est-ce pas? Merci, oui, c'est ça. Parce que si les artistes de la trompe de Roga, de Fali, ils sont nombreux là. Bon, si tout ce beau monde-là, les Doudou Kopa et consorts, sans oublier que même Wande Mbenga, si tout ce beau monde-là ne chante pas l'Afrique, qui va chanter l'Afrique? Personne. Voilà, il faut que nous puissions, comme ils sont des leaders d'opinion, il faut qu'eux, ils montent au créneau, qu'ils comprennent ce que les panafricanistes ont compris. Normalement, tous nos artistes musiciens, nous faisons un clin d'œil à Koffi Olomide et nos condoléances parce qu'il vient de perdre sa maman. Voilà, nos condoléances donc à Koffi Olomide. Et donc nous disons, si Félix Oisé, lorsqu'il avait chanté Peuple Azo Senganini, que demande le peuple? Voilà, ça a secoué les tripes du peuple et des gouvernants. Alors, si tout ce monde-là prend à bras le corps le combat panafricain, c'est sûr qu'il y aura du bon fruit. Mais, trêve de bavardage, ils s'appellent, eux, Mermons Monsengo de la RDC, Roberto Lutti d'Italie, Donald Kissé des USA, Wasbar Jazz des USA, Courtney Bam Diedrid de Jamaïque, Brad B.W. Watanabe de Hawaï, ATD Horn du Burkina Faso, mesdames et messieurs, Lopaka Colon Junior d'Hawaï, Jason Tamba du Congo, Lee Oscar de Washington aux USA, Yu Atakeyama du Japon. Ils reviennent sur Bob Marley, le grand Bob Marley qui avait chanté qu'il y a un vent mystique qui souffle dans l'air là. Il se passe quelque chose de pas catholique du tout. Dans les relations internationales, dans les conditions de vie des uns des autres, dans les rapports nord-sud, il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose de pas du tout catholique, de pas du tout bien. Bob Marley l'avait chanté et il avait dit, si nous regardons bien là, si nous regardons bien les choses, nous faisons attention, nous allons le découvrir. Et Bob Marley de dire, moi dans cette histoire, je refuse de mentir, je dis la vérité, je dis que quelque chose ne tourne pas rond. Ne nous voilons plus la face, parce que la politique de l'autruche est extrêmement dangereuse. L'Afrique, mesdames et messieurs, n'a jamais été indépendante. 1960, 2020, c'est 60 ans de dépendance et non d'indépendance. Donc tout ça, tous ces artistes ont fait un remix de Bob Marley comme pour nous ouvrir les yeux, comme pour éveiller les consciences encore endormies des Africains, de l'intelligentsia africaine. Ernie Kengouya, que disent-ils ces grands artistes pour que ceux d'aujourd'hui, ceux qui sont au Congo, en RDC, au Gabon et ailleurs, les imitent à la perfection. There's a natural mystic flowing through the air. If you listen carefully now, you will hear. This could be the first trumpet, might as well be the last. Many more we got to suffer
many more we got to die. Don't ask me what. Things are not the way they used to be. One and all we got to face reality. Kala pembungi antete, lenda kala pe yantuka, nantu bingi si ba mona mpasi, beba bingi si ba foi, mbibudiko. Things are not the way them used to be. One and all we got to face reality. Hold on, just a little bit longer. I know in time you'll feel a little stronger. And try just a little bit harder. When you feel like quitting, time to give it your all. Just a little bit loud, just a little bit louder. Who cares if they think that there's something funny about you? And smile just a little bit brighter, and all of your troubles will seem a little lighter. Just a little bit. Just a little bit. Just a little bit. Do 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 just a little bit, just a little bit, just a little bit. Do you feel a little freer? Just a little bit. Voilà, retour sur ce plateau, on était homéostasie, comment emporter, voilà, on est donc sur convergence et révolution culturelle, mais la spiritualité de profondeur nous rattrape parce que les artistes, ces brillants artistes ont comme ça chanté l'Afrique de belle manière et donc ont dépeint toute notre souffrance et ont dénoncé le complot contre l'Afrique et se sont projetés même dans le futur comme pour dire ce n'est qu'à nous de nous revenir, de réunifier le continent afin que nous puissions rebondir, rattraper notre retard et pourquoi pas rivaliser avec les autres continents, sinon les dépasser, parce que nous sommes la première puissance mondiale, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, l'histoire réclame que l'Afrique reprenne le devant de la scène. Alors, quel commentaire, Roch Nyanga? Bon, vraiment, je suis très content de voir cet élément. Voir les enfants d'Afrique parler d'Afrique. Super. Dénoncer ce qui ne va pas. En réalité, c'est ça. Le combat de l'Afrique n'est pas seulement amené par l'homme politique. Ah. L'union fait la force. Nous devons appuyer nos chefs d'État dans ce combat. On sait que dans ce combat-là, nos chefs d'État sont fragiles. Ah, c'est clair. Je connais. Le système les oppresse. Voilà, nous devons nous unir. Parfois en Afrique, nos chefs d'État, la réalité, qui ne nous disent pas. Ah, il y a plein de Parfois dans choses. les grands sommets,
Afrique centrale peut faire un bloc, et du coup, il y a une injonction qui vient d'ailleurs. Bien sûr. Les anglophones peuvent faire un bloc, et il y a une injonction qui vient d'ailleurs. Or, si nous, les peuples, nous sommes derrière nos chefs d'État, je crois que nous devons avoir un filet de protection contre nos institutions, contre nos chefs d'État, pour mener à bien nos combats. Thomas Sankara, en 86 ou 87, au sommet de son dernier sommet à Addis Abeba, en parlant de la dette, il disait que nous devons décider de ne plus payer la dette. Et que pour le faire, j'ai besoin de l'appui de tous. Et que si vous ne m'appuyez pas, au prochain sommet, je ne serai pas. C'est clair. Effectivement, on est sorti de la salle, personne n'a appuyé. Le prochain sommet, quand ce sommet est arrivé, il n'était plus... Le prochain sommet France-Afrique, en tout cas, c'était sans Thomas Sankara. Il était déjà... Le 15 octobre 1987. Exactement, il était déjà abattu comme un chien. Nous n'oublierons jamais ça. Oui. Et ça, pourquoi voulez-vous que nous puissions dire, confesser de nos bouches que l'Afrique est indépendante? Rien du tout. Rien du tout. Thomas Sankara y a laissé sa vie. Oumniombe lui a laissé sa vie. Ils sont nombreux, un cortège de morts. Mariam Gwabi a laissé sa vie. Patrice Lumumba, où est-il? Et tout ce beau monde-là est parti comme ça. Vous voulez nous faire croire que l'Afrique est indépendante? Non du tout. Hein, il faudrait que nous apprenions à reconnaître les choses. Hein, on appelle chien par chien et chat par chat. Oui. Donc à la place de la France-Afrique, nous ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous enlevons France-Afrique et nous mettons Franche-Afrique. On parle désormais avec franchise, parce qu'on n'a rien à cirer avec l'Occident impérialiste. Nous sommes bien ici. L'Afrique ne doit absolument rien à personne, et c'est eux qui nous doivent tout. Alors cela dit, Roch Nyanga, nous atterrissons, mais nous sur ce plateau, nous devons rendre hommage à Franklin Bukaka, qui a su, de par son art, par la musique, chanter l'Afrique, être panafricaniste avant nous. Et on rend hommage à Youssou N'Dour, qui aussi a chanté l'Afrique. Sinon à Myriam Makeba. Maman Africa. Maman Africa. Et donc si aujourd'hui le combat panafricain regarde chez nous, le prenait à bras le corps, si Extra Musique à Nouvel Horizon se mettait dans le panafricanisme, si Jason Philosophe, Oxygène, prenait la chose en main, sans oublier les Ferregola et les Fali, n'est-ce pas que les choses vont changer? Si, parce que ce sont les leaders d'opinion. La jeunesse a plus le goût de les écouter qu'écouter les intellectuels. Évidemment. Avec les gros français. Avec du français gros comme ça, oui. Pour ne rien dire donc, de bon. Si nos artistes, ces bons artistes, ils prennent ce combat en main, je crois qu'on pouvait avancer. Très bien. Et cela dit, nous sommes avec Clever Pindou de DRTV qui dit, pour que ces artistes, nos artistes, prennent les choses en main, il faut aussi que leurs conditions de vie soient déjà assurées par nos États respectifs. Sinon, l'Afrique doit s'occuper aussi de ses stars. L'Afrique doit s'occuper, doit faire attention à ses savants, à ses élites. L'Afrique doit réunir un certain nombre de conditions qui permettent à ce que les filles et fils d'Afrique s'expriment sans craindre le pire, n'est-ce pas? Bon, il y a une chose que les gens parfois oublient. Vous savez, la liberté, ça ne se donne pas. Ah, la liberté, ça s'arrache. Ça s'arrache. Il ne faut pas que les jeunes Congolais, les artistes, attendent que dans un coin, on vienne les prendre, venir parler. Non. On doit se battre pour arriver à un moment où on parle et tout le monde écoute. Ah, très bien. Donc, nous rendons hommage à Tikendia Fakoli. Hein, on ne peut pas oublier Bob Marley, ça déjà c'est connu. Alpha Blondy. Alpha Blondy. Papa Wemba. Papa Wemba, évidemment. Lui aussi était pas Kalala. Qui c'est? Jean Goubal Kalala. Ah oui. Évidemment, on a dû certainement oublier certains autres, mais qui nous excusent. Loko Akanza aussi, panafricaniste. Oui, bon, je l'aime beaucoup. Lorsqu'il fait sa musique, il n'y a pas un décor occidental. Ah. Il n'y a pas l'aliénation. Ah. Lui se présente africain avec sa voix, un paysage africain, et il fait sa musique africaine. Très bien. Si tel est le cas, nous sommes donc tout à fait d'accord. Et sur ce, on dit à tous qui nous ont suivis, merci. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, je rends hommage à Théophile Obenga. Ah, super. Le dernier des dinosaures. Ah oui, le dernier des dinosaures. Le seul qui nous reste. Le dernier pharaon. Le Sphinx. Je rends hommage à Omutunde Kalala. Très bien. Je rends hommage à Mariam Wabi, il n'est plus. Ah. Thomas Sankara. Paix à son âme, paix à leur âme. Et je rends hommage à tous les jeunes qui se battent, qui du jour au jour se battent pour être décomplexés. Très bien. Et nous, sur ce plateau pour atterrir, nous rendons hommage à Kémy Seba,
leader incontestable de l'ONG Urgence panafricaniste mondiale, qui démontre par A plus B que nous ne sommes pas des nuls et personne ne peut oser se lever pour nous faire croire que nous ne valons rien. D'autant plus que le professeur Théophile Obenga dit haut et fort, si quelqu'un ose venir vous montrer le chemin, demandez-lui quelle autorité, quelle légitimité et surtout quelle compétence. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.